Ok. Euh, Bonjour, bonsoir, chers collègues. Désolée pour le retard, j'ai dû courir un peu, j'étais un peu perdue entre les bâtiments. Donc, nous allons commencer cette session, donc ce site event, sur les complémentarités entre entités accréditées d'accès direct et celles internationales et régionales pour un accès plus rapide aux ressources du Fonds vert climat et du Fonds d'adaptation. Merci. Certains panélistes ne sont pas encore là, mais je pense qu'on peut quand même commencer. Je vais appeler Madame Sylvia Mancini, senior, chargée de programme senior au Fonds d'adaptation, s'il vous plaît. Madame Aïssatou Sall Silla, au CSE, coordonnatrice de l'unité finance climat au Centre de suivi écologique. Monsieur Abdul Aziz Diédjou, qui est le lead de l'unité changement climatique et environnement à la LBA au Sénégal. Donc, il y a d'autres panélistes, j'espère que nous les aurons, dont l'entité, enfin l'AND du Sénégal, Madame Madeleine Diouf Sarr. Peut-être qu'elle va nous rejoindre sous peu. Donc, juste peut-être en termes de contexte ou de background, avant de donner la parole aux panélistes et commencer à poser les questions. OK, thank you. Donc, il est important de rappeler que, guidé par les fonds, les priorités, je dirais, des fonds en matière d'investissement, que ce soit le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation et les autres fonds, mais également par les priorités des pays en développement en matière d'adaptation, d'atténuation au changement climatique, nous avons les entités accréditées qui jouent un rôle très important, un rôle clé dans l'accès au financement climatique, la formulation et la mise en œuvre des projets de développement, mais qui mettent l'accent sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique. Quand on prend l'exemple du Fonds vert pour le climat, une centaine d'entités accréditées existent au niveau du Fonds vert pour le climat, dont plus de 50% sont des entités d'accès direct, donc au niveau national, à peu près 11% au niveau régional et 38% au niveau international. Au regard de la diversité de ces entités, il est essentiel d'assurer une certaine coopération et également une complémentarité entre elles pour optimiser l'utilisation des ressources mobilisées au sein de ces fonds climatiques et assurer un plus grand impact sur les populations les plus vulnérables au changement climatique. Donc, l'objectif de ce panel d'aujourd'hui est de discuter, d'identifier également les complémentarités possibles qui pourraient exister entre ces différentes entités au niveau national, régional et international, afin d'assurer un accès plus rapide aux ressources disponibles auprès de ces fonds, mais également faciliter l'accès à ces ressources-là. L'idée est donc ici de mieux comprendre comment ces entités peuvent mieux collaborer de manière efficace dans la mobilisation et la gestion des ressources pour renforcer les actions de lutte contre les changements climatiques et promouvoir la résilience des populations les plus vulnérables. Donc, sans plus tarder, je vais commencer peut-être à poser des questions aux panélistes qui sont ici présents, notamment CSE et Fonds d'adaptation et également la LBA. Mais peut-être d'abord au CSE. Quels sont selon vous les rôles et responsabilités que le CSE en tant qu'entité peut jouer ou est en train de jouer en matière de mobilisation des ressources du Fonds vert pour le climat, mais également du Fonds d'adaptation? Et comment améliorer un peu le rôle que vous jouez et les responsabilités que vous avez relativement à cette mobilisation de ressources? Aïssatou, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Madame Simbira, c'est ça. Donc, bonsoir à tous les collègues et merci en tout cas pour votre présence. Et très honorée d'être là en tant que centre de suivi écologique, mais également entité accréditée donc par le Fonds d'adaptation depuis 2010 et en 2015 par le Fonds vert climat. Et là, il faut dire que déjà le CSE, avant d'être accrédité,
donc, est une institution qui a eu beaucoup d'expérience dans tout ce qui est gestion environnementale, tout ce qui est suivi, mais aussi tout ce qui est programmation de l'action climatique de façon générale. Donc, le fait d'être accrédité nous a un peu réconforté dans le travail qu'on était en train de faire, mais également nous a ouvert des opportunités pour mobiliser, encore une fois, plus de ressources plus conséquentes pour un peu aider l'État du Sénégal dans ses efforts de lutte contre les changements climatiques. Parce que, en fin de compte, le CSE n'est pas là en tant que CSE, mais pour l'État du Sénégal. Parce que sans le Sénégal, on n'est pas accrédité. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la désignation pour que nous soyons entité doit impulser l'action climatique au niveau national. Et il faut dire que depuis le début, on a essayé de travailler en étroite collaboration avec l'autorité nationale désignée et l'autorité désignée du FA pour bâtir une programmation climatique par rapport aux priorités du Sénégal en se référant sur des documents tels que la CDL, donc les plans d'adaptation, etc. Et maintenant, comme vous le savez, il y a un affinement au niveau local parce que vous allez dans certaines collectivités, donc elles aussi ont des stratégies d'adaptation locale. Donc, ce qui fait qu'ici, on a, saisi cette opportunité pour pouvoir développer des projets, ok, mais également pour voir comment accompagner les acteurs nationaux donc dans tout ce qui est formulation de projets. Et jusque-là, par rapport à nos statuts d'accréditation, par rapport au fonds d'adaptation, on est accrédité pour des projets pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars et par rapport à l'enveloppe pays. Mais également, il y a d'autres opportunités qui existent, d'autres fenêtres de financement, telles que le Innovation Grant, que le Learning Grant, que nous essayons également de mobiliser pour un peu développer des projets pilotes. Et jusque-là, j'avoue que pour être modeste, on a quand même mis sur le terrain des activités concrètes. Vous allez à Rufisque, vous allez à Saly, vous allez à Jawal. Ce sont des choses que vous voyez. Vous allez au niveau de Dionnoir également. Donc, on a mis en place des infrastructures pour un peu protéger l'île. Et là, en termes de perspective, nous essayons de bâtir d'autres projets, mais un peu en diversifiant la thématique, parce que c'est vrai que jusque-là, on a travaillé sur l'érosion côtière, etc., mais voir comment on peut travailler sur le secteur de l'agriculture, etc. Alors, par rapport au Fonds vert climat, là, on est accrédité pour gérer des projets micro. Et moi, je dis que même si c'est micro, c'est intéressant parce qu'avec 10 millions de dollars, 5 millions de dollars et même 1 million de dollars, on peut faire des choses intéressantes. Et pour ça également, on a pu mobiliser un financement d'à peu près 7 millions de dollars avec des institutions nationales, INP, UCN et le RADI, pour un peu lutter contre la salinisation des terres dans la région de Fatick. Et là, nous sommes en train de travailler sur un portefeuille de projets assez ambitieux qui, au final, on pourra mobiliser quelque chose comme 56 millions de dollars dans le court et moyen terme. Donc, c'est pour dire que nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner l'État du Sénégal, les institutions nationales, dans la programmation de l'action climatique. Donc, en gros, et concrètement, il faut dire que quand même, on a fait des réalisations concrètes sur le terrain, même s'il y a des défis qui sont là et que nous essayons de contourner. Merci. Merci, Aïssatou. Bienvenue à Sandra, personne ressource qui a beaucoup travaillé avec les DCF et avec qui nous allons beaucoup apprendre, je pense, durant ce panel. Je vais passer la question à M. Aziz Diédhiou de la LBA. La LBA a été récemment accréditée, je pense, au DCF. Peut-être la question, c'est en tant que banque commerciale, donc c'est vraiment le secteur privé qui devrait jouer un rôle à ce niveau. Comment vous comprenez le rôle du secteur privé dans la mobilisation de ces ressources climatiques, notamment avec le Fonds vert climatique? Merci beaucoup, Souadou. Merci également, chers panélistes. Merci au Fonds d'adaptation, merci au Centre de suivi écologique et également à la personne ressource Sandra qui nous a rejoints. Et je pense que c'est un panel très important, d'autant plus que pour la plupart de ces fonds, toute la problématique qui se pose, c'est la question liée à l'accès. Comment faire pour faciliter, en tout cas, l'accès aux fonds climatiques. Alors,
Dans le cadre de la planification climatique globale au niveau du Sénégal, en référence avec la trajectoire qui a été déclinée, notamment dans l'ACDN du Sénégal, le PSE vert et tous les documents de planification, la question de la mobilisation des ressources revient et ce qui est attendu justement par rapport en tout cas aux entités accréditées, aussi bien pour l'accès direct que pour l'accès international, c'est comment aider aujourd'hui le Sénégal à mobiliser du financement, à financer des projets sur l'adaptation et sur l'atténuation. Aïssatou l'a dit, quand vous êtes anti-accrédité, ça dépasse le niveau de votre institution. Vous êtes accrédité pour le pays. Vous êtes accrédité pour pouvoir répondre, pour pouvoir accompagner, en tout cas le Sénégal, à répondre de ses engagements climatiques. Alors, nous sommes une banque commerciale, une banque dont la majeure partie de son activité est le financement de l'économie agricole. On est une banque commerciale, évidemment, qui est ouverte à tous les autres services et produits bancaires. Ce que fait toutes les banques commerciales, la banque agricole fait également ses services. Mais ce qui a motivé l'État du Sénégal à créer la banque, c'était vraiment de pouvoir accompagner toute la politique agricole de l'État à travers un accès financement, surtout à la petite agriculture familiale. Aujourd'hui, le développement de cette banque se faisant, l'agrobusiness devient également un secteur qui est aujourd'hui, en tout cas, un secteur clé qu'il va falloir également toucher. Et c'est dans ce cadre-là que les passerelles avec le secteur privé devient aussi un enjeu important. Quand je dis secteur privé, je commence par l'agriculture avec les PME, PMI agricoles et tous les autres maillons, en tout cas du secteur privé, qui sont plus ou moins intéressés par un investissement durable. Je préfère dire un investissement durable, s'entendant que toutes les activités en lien avec le secteur privé, en rapport avec la problématique du changement climatique, c'est de pouvoir, en tout cas, fournir tout un ensemble de systèmes qui leur permettent de s'adapter à tous ces risques en lien avec le changement climatique. Alors, moi, j'ai rejoint la banque en 2017. Je ne suis pas banquier de formation du tout. Je suis ingénieur forestier agroéconomiste. Alors, c'était pour aider la banque à développer tout un mécanisme d'intégration du risque environnemental et social dans le système de financement. Alors, pourquoi ce panel est important? Parce que jusque-là, qu'est-ce que faisait la banque agricole pour accéder à des lignes de financement sur des maturités longues? C'était de s'ouvrir à des agences de développement comme l'AFD, c'était de s'ouvrir à d'autres organismes qui ont la possibilité de pouvoir accéder à des sources de financement par l'accès international. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart? L'AFD, c'est de la dette souveraine qu'on donne à l'État du Sénégal qui est rétrocédée à la banque agricole. Et toutes les charges liées à ces transactions financières-là, ça engendre des coûts. Mais qu'est-ce qui se passe in fine? Le paysan qui est le client final, en fait, qui doit recevoir le crédit, reçoit en fait un crédit avec des taux qui ne lui permettent pas véritablement de se rendre, d'être autosuffisant ou d'être résilient. Alors, je dis à la banque, mais autant se lancer peut-être vous-même dans l'accréditation à ces fonds-là, ce qui était un pari peut-être risqué ou en tout cas un challenge très fort. Je parle sous le contrôle de cette dame qui est à mes côtés. Au tout début, ce n'était pas évident, mais il fallait peut-être se dire, mais si on essaye peut-être d'accéder à ces ressources-là, à des fonds, en tout cas à des conditions qui sont concessionnelles, on peut peut-être, oui, reverser la tendance et pouvoir adresser des questions de financement, surtout pour des maillons qui sont dans des situations de vulnérabilité extrême, notamment les femmes, les jeunes qui sont dans des milieux agricoles où les conditions ne leur permettent pas souvent de répondre aux sûretés ou en tout cas conditions demandées par les banques commerciales. Alors, on a démarré l'accréditation en 2018 et on a eu l'accréditation au Fonds vert climat en 2017. L'accréditation, tout le monde a applaudi, c'est bien. Mais le plus gros reste, le plus difficile est à venir. C'était la question de la mobilisation. Et ça, il faut travailler à développer un portefeuille de projets. Un portefeuille de projets qui répond d'abord aux priorités nationales et un portefeuille de projets aligné aussi surtout aux exigences
hein, et ils vont revenir de ces différents fonds qui sont parfois, voilà, peut-être pas, j'allais dire, contraignantes, mais qui exigent quand même un certain niveau, un certain standard ou un niveau de préparation que parfois les institutions nationales n'ont pas. C'est pourquoi il est toujours bon de collaborer via le partenariat avec des institutions internationales comme la BOAD, comme la BAD ou d'autres institutions qui sont peut-être allées vers ces fonds-là et qui ont peut-être acquis une expérience qui peuvent nous permettre, disons, en accompagnant les entités d'accès direct, on peut évidemment leur faire un transfert ou un renforcement de capacité qui leur permettent justement de pouvoir développer des projets. L'autre enjeu par rapport à la complémentarité, c'était que dans le financement que nous faisons sur toute la chaîne de valeur, pour pouvoir véritablement créer de la résilience à long terme chez le petit producteur, comme je dis, qui n'est pas dans des conditions optimales, pour pouvoir faire face aux différentes conditions des banques, il va falloir mixer plusieurs instruments de crédit. Je m'explique. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la Banque agricole par rapport au financement de la production? On demande aux producteurs de souscrire systématiquement à une assurance agricole, assurance indicielle, basée notamment sur l'indice pluviométrique. Pourquoi? Parce que au départ, c'est comme votre véhicule. Vous faites une assurance véhicule, c'est pour que quand il y a catastrophe quelque part, que l'assurance puisse supporter une partie des coûts liés à la réparation. Le cultivateur, il souscrit à une assurance agricole. À la fin de l'hivernage, il peut y avoir une inondation et qu'il ne produise pas. Mais s'il ne produit pas, il ne peut pas rembourser la banque. Donc la souscription systématique à l'assurance agricole est un mécanisme qui est couplé au crédit pour pouvoir mieux adresser la gestion du risque lié non seulement au non-financement, mais un risque lié aussi à un facteur climatique. On est allé mieux. On peut bien fournir un crédit au cultivateur qu'il y ait une pluie excédentaire, mais in fine, il n'y a pas de rendement. Parce que la semence qui a été utilisée n'est pas une bonne semence, n'est pas une semence adaptée, etc. etc. Et c'est pourquoi, par rapport à l'assurance indicielle, on est allé plus loin en faisant une assurance liée, en tout cas au rendement, c'est-à-dire à la fin. Donc, c'est pour dire que quand vous voulez mixer tous ces mécanismes-là, un seul instrument lié au crédit ne suffit pas. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec le Centre de suivi écologique qui est accrédité aux 2 fonds pour développer un projet qui va allier une composante crédit concessionnaire et une composante subvention qui va permettre peut-être de mettre en place les investissements, qui va permettre de mettre en place les infrastructures pour mieux permettre maintenant aux PME PMI de venir vers la banque et avoir un crédit pour pouvoir faire donc, du business. En tout cas, Swadou, c'est tout ce travail-là nous qu'on est en train de faire et c'est ce qui explique aussi notre présence à la COP. Aujourd'hui, on a démarré l'accréditation au fonds d'adaptation. C'est pour justement répondre à cette logique qui est de multiplier tous les instruments pour pouvoir permettre justement à la banque d'adresser sur différents moyens de financement toute la question liée à la résilience et l'autosuffisance alimentaire des populations. Merci. Merci Aziz pour ces points. Peut-être quelque chose que je retiens, c'est que vous êtes accrédité au Fonds Vert Climat et vous êtes sur le point de démarrer le même processus pour le fonds d'adaptation. Mais l'accréditation ne suffit pas, comme vous dites. Le plus difficile, c'est la mobilisation des ressources. Par rapport à cette mobilisation des ressources, je vais peut-être donner la parole à Mme Monsini du fonds d'adaptation. Quelles sont, selon vous, les lacunes ou les défis potentiels auxquels les entités accréditées font face et qui limitent un peu, en fait, cette mobilisation des ressources? Merci. Bonsoir tout le monde. Donc oui, non, il y a beaucoup d'expériences avec le CIC, parce que c'est la première entité qui a été accréditée par les fonds d'adaptation. Donc toujours, nous remercions toute l'expérience que nous avons eue avec le CIC, sur tout l'aspect et aussi sur l'aspect de la mobilisation des ressources. Et donc, et je dois dire qu'il y a vraiment une liaison importante entre une entité qui était accréditée, donc tous les processus d'accréditation, et la mobilisation des ressources. Parce que ça, le moment que l'autorité désignée d'un pays décide de présenter une entité de la mise en œuvre, déjà nous commençons
à considérer toutes les actions qui sont importantes le moment que l'autorité et que l'entité est accréditée et immédiatement de commencer à penser à un projet, un programme sur le terrain. Donc ça, c'est le premier point. Et essentiellement, n'arriver pas à l'accréditation et après dire, OK, et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Donc, le temps, c'est vraiment important. Le moment qu'il y a le démarrage de l'accréditation, c'est déjà de comprendre, par exemple, je prends l'exemple de la banque agricole, nous avons une entité accréditée qui est très similaire, c'est le Bagri, au Niger, et donc c'est aussi de comprendre et d'avoir le contexte des autres autorités, des autres entités de la mise en œuvre pour comprendre l'expérience, pour capitaliser cette expérience de l'autre entité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je dois dire, c'est vraiment de permettre, moi, de dire la communication. La communication qui permet à tous les partis d'avoir une information actuelle sur tout le fenêtre de financement qui existe au niveau de le fonds vert, au niveau de le fonds d'adaptation. Ça, c'est vraiment un travail très important, et un travail qui doit être fait au niveau des pays parce que le moment qu'il y a déjà un plan d'adaptation national ou le CDN, c'est important d'avoir cette information, de faire cette information propre et de parler avec les fonds, de communiquer avec les fonds. Le secrétariat, je pense qu'il a fait un travail vraiment important. Je parle au niveau de fonds d'adaptation. Nous avons fait un travail important au niveau des conseils, au niveau des panels d'accréditation, au niveau de toutes les institutions internes pour être sûr que les pays, que les besoins des pays, spécialement le moment qui arrive à mobiliser les ressources, qu'ils sont écoutés parce qu'il y a une communication continue, régulière, avec toute l'équipe au niveau des pays, mais l'équipe au niveau du secrétariat. Donc, c'est vraiment parce que beaucoup de l'information, il est déjà, peut-être il est déjà là. Donc, ce n'est pas une question de recommencer toujours beaucoup des informations, ils sont déjà disponibles. Nous avons commencé un travail vraiment important de la communauté de practice, et qui c'est une communauté entre toutes les entités de la mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment un point de partager toute l'information. Et aussi, au niveau, ça c'est au niveau de l'entité de la mise en œuvre. Et au niveau des fonds d'adaptation, nous avons travaillé beaucoup à simplifier les périodes. Donc maintenant, il y a la possibilité d'avoir la révision d'une note conceptionnelle entre 3 semaines. Et ça, c'est vraiment important. Et nous avons écouté que le fonds vert, et aussi, il va travailler sur cet élément-là. Et le dernier point, qui peut-être c'est le plus important, vraiment c'est le plus important, c'est la scale-up. Mise à l'échelle. Oui, du projet. Identifier les projets qui au niveau des pays, déjà, il peut être... mise à l'échelle. Oui, mise à l'échelle. Pardon, le mot français, c'est terrible. Mais vraiment, ça, c'est un événement important pour la mobilisation de ressources. Donc, c'est un travail continu entre toute l'équipe. Ils sont pas... et effectivement, ça va faciliter beaucoup la mobilisation des ressources à ce niveau. Merci, Sylvia. Peut-être un point, c'est sur la simplification, comme vous dites. Je vais peut-être faire la transition avec Sandra pour
je dirais, personnes ressources du DCF, de l'expérience que j'ai eue avec les programmes régionaux DCF, on peut rédiger jusqu'à 25 annexes, en plus du funding proposal. Donc, je pense que c'est en sens inverse de ce qu'on peut appeler simplification. Selon vous, Sandra, comment on peut, tout en essayant de répondre aux exigences du fonds, comment mieux faciliter l'accès des ressources, sachant que les populations vulnérables font face à des chocs qu'ils n'attendent pas? Merci. Merci beaucoup, Souadou, et je suis très heureuse d'être ici. Ce que Souadou a dit est vrai, et principalement dans les projets de grande taille. Comme vous le savez, le DCF accrédite les institutions et accepte les projets et programmes de différentes catégories. Lorsque vous faites un projet multi-pays de taille supérieure à 100 millions de dollars déjà, vous pouvez en effet vous retrouver dans ces cas-là. Maintenant, lorsque vous faites des projets beaucoup plus simples, c'est-à-dire micro, jusqu'à 10 millions de dollars, ou petit, jusqu'à 50 millions de dollars, lorsque la catégorisation environnementale et sociale n'est pas importante, c'est-à-dire vous êtes dans une catégorie C, peu ou très zéro à peu d'impact environnemental, vous avez un peu moins d'annexes, n'est-ce pas? Certaines annexes même sont intégrées au cœur de la proposition du canevas de projet. Alors, le DCF a travaillé sur ce qu'ils ont appelé le Simplified Approval Process, la procédure d'approbation simplifiée. Et la simplification se retrouvait à 3 niveaux. La simplification dans la documentation, n'est-ce pas? Donc, il y a moins d'annexes, c'est ce que Souadou a pointé. Donc, certaines de ces annexes sont systématiquement intégrées dans la proposition. Vous n'avez pas à les développer de manière séparée. Ensuite, vous avez la simplification dans les procédures de soumission. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, le DCF expérimente la plateforme pour les autres projets, mais la plateforme avait déjà été proposée pour les SAP, comme on les appelle. Ce qui fait que dès que vous êtes prêt, vous pouvez envoyer un SAP. Et il n'y a pas, je dirais, un moment dans le cycle où vous êtes tenu, avant le board, où vous êtes tenu d'envoyer la proposition. Dès que vous envoyez un SAP, on commence à étudier le SAP. Donc, c'était aussi une façon de simplifier. Et maintenant, dans le processus de revue également, le SAP a été simplifié. Tout reste relatif, n'est-ce pas? Parce que beaucoup pensent que le SAP n'est pas si simple que ça. Et ça peut être vrai. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ce n'est pas que le DCF n'a pas réfléchi à ça. Depuis peut-être 2 ans maintenant, il y a l'évaluation du SAP qui a été faite et ils essaient de ramener au board une décision, au conseil d'administration, une décision qui va autoriser d'autres simplifications. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ça n'a pas été approuvé. Les considérations incluent par exemple une délégation du pouvoir au secrétariat, lui permettant de pouvoir approuver les SAP. Une autre option serait d'autoriser le board à approuver les SAP dans le contexte de ce qu'ils appellent intercession. Mais comme je l'indique, ce sont des considérations en discussion et jusque-là, le board n'a pas statué et approuvé l'ensemble de ces procédures-là. Donc, juste pour revenir peut-être à un point mentionné par Aziz, dans le cas des institutions financières, est-ce que c'est pour elles important d'être accréditées au Fonds vert pour le climat? Personnellement, je pense que oui. Nous avons des expériences intéressantes avec la CRDB, qui est une banque agricole aussi à vocation agricole, une banque commerciale avec un portefeuille très large en agriculture en Tanzanie. Nous avons un programme IGRIFIN que le FIDA avait lancé qui visait également le travail avec les institutions financières. Et il y a plusieurs avantages. L'avantage, c'est que les banques financent déjà l'économie, n'est-ce pas? Elles ont de la ressource à mettre à disposition. Parfois, le coût de la ressource est élevé en allant chercher des ressources concessionnelles auprès du DCF. Ils permettent donc d'offrir des produits à un meilleur taux aux bénéficiaires. Donc, ça, c'est l'intérêt. Maintenant, la difficulté particulière que j'ai vue avec les institutions financières, c'est que le mode de travail du DCF et le secteur privé d'ailleurs est complètement différent.
les institutions financières, certains de leur vie n'ont jamais rempli un cadre logique. Jamais ils ne connaissent pas cet instrument. Ils n'ont jamais travaillé de leur vue sur une théorie du changement. Ils ne connaissent pas cet instrument. Quand on est le secteur privé, on développe un PPT, un PowerPoint, un deck des investisseurs, on fait son modèle financier. C'est comme ça qu'on mobilise des ressources. Il y a d'autres approches. Mais ce que le DCF propose est peut-être hérité des instructions du monde du développement, et ces institutions financières ne sont juste pas habituées. Par contre, ce sont des institutions qui ont quand même des structures très solides d'un point de gestion financière, de financement, etc. Et quand ils ont le bon support, quand ils ont le bon accompagnement, ça va très vite. Ça va très vite. Parce que tout ce qu'il faut les aider à faire, c'est de les aider à lire à travers le DCF et à travers le fonds d'adaptation. Une fois que ça s'est compris, le reste devient aisé. Donc, ce n'est pas évident que tout soit simple. Moi, j'aime dire que lorsqu'on est dans le business du climat, lorsque le résultat climat est attendu, lorsqu'on doit démontrer qu'il y a un résultat d'adaptation, il y a un résultat d'atténuation, ce n'est pas un business simple. On a vu des exemples dans le passé, c'est vrai, où l'investissement a été fait, mais le résultat n'est pas forcément là. Donc, simplification, on est tous d'accord, mais à un moment, je pense qu'il faut tous aussi se serrer les coudes et essayer de comprendre les mécaniques qui font que ces institutions-là marchent, et ça permet de renforcer la capacité. Moi, j'ai entendu le CSE il y a quelques années dire dans une interview avec le DCF, qu'est-ce que l'accréditation vous a apporté? Moi, j'aimais beaucoup la réponse qu'ils ont dit. Ils disent l'accréditation nous a transformés. On n'est pas la même institution. Ça a revu nos process. Aujourd'hui, on est une institution de niveau international. Et pour moi, c'est quelque chose d'excellent. Merci, peut-être Aïssatou. L'accréditation vous a transformé, comme dit Sandra, une réponse du DCF, une réponse à l'occasion d'un événement avec le DCF. Peut-être Aïssatou, le CSE a plus d'expérience comparé à la LBA qui vient d'être accréditée récemment. Mais quels sont les défis au-delà de la formulation? Tout le monde sait qu'il y a des problèmes, des contraintes, etc., des lenteurs. Mais au-delà de la formulation, concrètement dans la mise en œuvre, le suivi, évaluation des projets financés par les fonds, est-ce que vous pouvez donner 2 à 3 défis clés que vous avez eu à rencontrer? Aïssatou, merci. Merci beaucoup, Souadou. Alors, ce que j'aimerais pointer et mettre en exergue, c'est que le fait d'être une entité accréditée accès direct, c'est plus de pression. Pourquoi plus de pression? Parce qu'on est sur le terrain et jouant le rôle d'intermédiaire entre les fonds et les porteurs de projets. Et là, on doit répondre à tout. On doit toujours faire des updates par rapport aux critères du fonds d'adaptation ou bien du fonds vert climat, parce que ce n'est pas statique. Et là, c'est un travail que le CSE fait, parce qu'il faut qu'on se mette nous-mêmes à jour pour informer. Donc, nous organisons beaucoup de sessions de formation et gratuitement. Ça, c'est une chose. Donc, c'est une pression. Alors que notre mission devait être focus surtout développement de projet, design de projet. Donc, en plus de ça, on fait autre chose. Alors, le deuxième point, c'est que les gens pensent qu'ils donnent leur idée de projet, c'est l'entité qui doit tout faire. Ils veulent avoir un projet tout préfinancé et eux, ils reviennent pour exécuter. Alors que ce n'est pas le cas. Parce que développer un projet, ça ressource une mobilisation de ressources humaines, parce qu'on a besoin de plusieurs profils. Tout à l'heure, on a évoqué les annexes, parce qu'une seule personne ne peut pas donner toutes les informations. L'autre chose également, c'est qu'on a besoin de ressources financières, et heureusement que les fonds ont mis en place des facilités pour nous permettre un peu de développer des études de très bonne qualité, et ça peut prendre du temps, maximum 2 ans. Maximum 2 ans, parce que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne peut pas développer un projet en 2-3 mois, exécuter, avoir des résultats. Il faut qu'on ait une vision programmatique. Et c'est une difficulté pour nous, le CSE, parce qu'il y a des urgences. Parce que l'AND nous dit qu'on doit travailler sur ça. L'AND nous dicte plus ou moins la façon de travailler. Parce que si je prends le cas du ICF, le premier projet, on travaille avec 3 institutions. 3 institutions, ça veut dire 3 MOU. Ça veut dire que si une institution n'est pas à la hauteur, ça peut retarder l'exécution.
alors que du point de vue de nos bailleurs, on est responsable du point de vue juridique. Donc ça veut dire qu'on a un redéploiement, un effort additionnel à faire, même si c'est payé parce qu'on a nos frais de gestion. Mais des fois, le gros problème qu'on a, c'est l'efficacité des entités d'exécution. Parce que le CSE supervise de façon globale et les agences exécutent sur place. Donc ça, c'est un défi. Mais nous essayons de trouver des solutions, d'accompagner et de faire un suivi rapproché, avec même des renforcements de capacité de ces institutions-là. Et même si au préalable, on a fait une due diligence, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, le CSE, c'est une petite institution, oui, parce qu'on est à peu près une quarantaine de personnes globalement. Si on prend l'unité finance climat, tout le travail qu'on est en train de faire, je peux dire que c'est 4 personnes permanentes et de temps en temps, il y a des personnes externes. Et vous voyez tout le portefeuille qu'on a. On travaille avec les FA, le DCF. On est très actif dans les readiness programmes parce que dans l'action climatique, au-delà des aspects techniques, il y a une chose très importante, c'est la solidarité, la générosité et le partage. Et ça n'a pas de prix. Et le CSE met cela en avant dans la coopération sur-site. Parce qu'on pouvait se dire qu'on perd du temps. Mais pour nous, ce n'est pas une perte de temps parce qu'il n'y a pas que l'argent qui nous intéresse, mais comment promouvoir cette solidarité au niveau national, mais aussi régional. Donc le fait qu'on soit un staff réduit, ça également, c'est un défi parce que mobiliser un staff important, ça suppose qu'il faut avoir le budget. Et malheureusement, les projets, il faut faire un investissement de 2 ans, 3 ans, même plus, pour avoir les financements. Donc, vous comprenez bien. Donc, ce qui fait que des fois, nous demandons beaucoup d'assistance technique pour un peu, sur des aspects précis, qu'on puisse combler ce gap. Donc, ça, c'est le deuxième défi. Alors, le troisième défi, c'est surtout la visibilité de l'action climatique au niveau national. Parce qu'il y a la LBA, il y a le CSE, il y a les entités internationales, il y a les entités régionales, et on n'a aucune visibilité. Du moins, il n'y a pas un cadre qui nous permet de dire, surtout quand on développe un projet en termes de baseline, par exemple, on peut nous poser une question pour dire, OK, pour cette thématique, qu'est-ce qui a été fait? Ça pose problème. Et ça, c'est au niveau stratégique, c'est au niveau du pays. Parce que peut-être on ne sommes pas très bien organisés. Parce que designer ces projets, c'est maîtriser ce qui a été fait pour éviter tout ce qui est duplication et montrer qu'il y a une valeur ajoutée. Donc, soit d'où, donc de façon large, voici les 3 défis que je voulais partager avec vous. Merci. Merci, merci Aïssatou. Peut-être une dernière question avant de passer la parole à l'audience. C'est sur la visibilité et le cadre au niveau national. Je pense que, bon, malheureusement, l'AND n'est pas là, mais je pense que l'AND aurait un rôle important à jouer sur ce cadre-là, l'existence de ce cadre, de sorte que si le FIDA veut formuler un nouveau projet à soumettre au Fonds vert climat, l'AND peut dire pour tel projet, telle composante ou telle activité est déjà en train d'être mise en œuvre par le CSE. Donc pour éviter des doublons, comme vous dites. Peut-être passer la parole à Madame Sylvia. Au-delà de l'AND qui pourrait jouer ce rôle, comment pensez-vous que le Fonds d'adaptation pourrait aider à l'existence de ce cadre et le fonctionnement même de ce cadre au niveau de chaque pays, de sorte à éviter les doublons et avoir plus d'impact et plus d'efficacité dans ce qu'on fait? Merci. Donc, l'accès direct, c'est seulement en moyenne d'accès au fonds. Il y a aussi les régionaux, l'entité multilatérale. Et vraiment, au niveau de fonds d'adaptation, donc, bon, la première chose, c'est l'appui financier qui, au niveau de démarrage des projets, le moment qu'il y a la mise en œuvre des projets, il peut être donné à l'entité de la mise en œuvre. Donc, et c'est important et c'est spécifique. C'est seulement pas pendant la présentation de la formulation de la première phase du projet, mais aussi pendant la mise en œuvre. Donc, il y a des assistances techniques et des assistances techniques et financières. Et ça, au niveau des pays, ils sont
très important pour aider les processus, pour aider la mise en œuvre. Et comme vous savez, toute l'assistance de fonds d'adaptation, c'est guidé par les pays. Donc, il n'y a pas un secteur, il n'y a pas, nous disons, quel est le secteur au niveau des pays qui doit être financé. Mais je dois dire que j'ai noté beaucoup que les moments qu'il y a une entité accréditée au niveau des pays, la programmation qui est faite selon aussi le plan d'adaptation national, par exemple, ou tous les NDC, c'est vraiment une expérience importante pour avoir une programmation intégrée. Et donc, parce que ce n'est pas seulement une bailleur qui arrive, qui donne le fonds et après que le projet va terminer, mais vraiment, quand il y a la présence d'une autorité, d'une entité de la mise en œuvre au niveau national, vraiment, il y a une responsabilité au niveau de cette entité pour voir aussi qui sont toutes les capacités au niveau de l'entité, mais au niveau des pays et au niveau de tout, une concertation qui fait vraiment à tous les niveaux. Et donc, c'est ça que je dois dire qu'il va aider beaucoup. Et le CSC, c'est vraiment une entité qui a aidé aussi les fonds d'adaptation parce qu'elle était la première entité accréditée, vraiment à comprendre quelle est la différence, par exemple, entre un accès à travers une entité multilatérale et à travers un accès d'une entité de la mise en œuvre au niveau national. Donc, c'est ça. Et c'est in cette manière, le fonds va aider. Et maintenant, pour terminer, c'est un travail vraiment important que nous faisons avec les autres fonds, en particulier les fonds verts, parce que nous avons des accords très importants pour faire le scale-up du projet de fonds d'adaptation. Donc, ce niveau-là, c'est reconnu au niveau de seulement pas pendant l'accréditation, parce qu'il y a l'éligibilité à l'accréditation et la réaccréditation accélérée si une entité est accréditée par une des fonds, mais aussi au niveau des projets. Et ça va aussi aider seulement pas la programmation au niveau national, mais aussi au niveau de fonds climatiques. Merci, Sylvia. Peut-être passer la parole pour quelques questions avant de revenir. S'il vous plaît, M. Samaké. Allez-y d'abord. Votre nom et l'institution. Babacar Gueye, Quelle structure? président du conseil départemental de Kermassar. Merci. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup les panélistes. Je voudrais poser deux questions. Enfin, une question et une suggestion. La question, la voici. Nous sommes une collectivité. Nous avons écouté les différentes interventions, mais nous ne sentons pas très bien la place des collectivités territoriales dans ce que vous appelez l'accès au financement. Je m'attendais à ce que peut-être vous revenez sur cet aspect-là. Parce qu'en ce qui concerne l'État, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est surtout au niveau des collectivités territoriales, qui sont des démembrements de l'État, qui également ont besoin de bénéficier de ces fonds-là. Maintenant, comment les collectivités peuvent faire pour accéder facilement? Parce qu'il y a entre vous peut-être et les collectivités, il y a l'État qui peut être un écran, mais comment nous pouvons faire pour bénéficier de ces deux fonds-là? Bon, l'autre suggestion, c'est, bon, enfin, la suggestion, elle peut même s'imbriquer dans la question, ça concerne la formation.
Là également, les collectivités en ont besoin. Si vous pouvez essayer de voir comment aider les collectivités à avoir une bonne formation, une bonne compréhension de ces mécanismes-là pour pouvoir bénéficier de ces financements. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, M. Gay. M. Samake, après Madame. Merci beaucoup. Merci, Madame la modératrice. Je voudrais également remercier les panélistes pour les informations et la clarté de leur exposé. Je pense que la question du financement est extrêmement importante. Je pense que les négociations, que ce soit sur l'agriculture ou sur les autres thématiques, l'objectif final, c'est vraiment de pouvoir accéder au financement pour soit s'adapter ou soit développer des projets d'atténuation. Pour ce qui concerne l'Afrique, je pense que les positions sont claires. On est beaucoup plus sur les questions d'adaptation. C'est pourquoi le financement pour l'adaptation est extrêmement important. Mais le financement également pour le DIEF et pour les autres sont aussi au même niveau très important pour qu'on puisse développer des projets au niveau national et au niveau de la sous-région. Un point essentiel pour moi, je pense que vous êtes revenu là-dessus, mais je voulais qu'on mette encore l'accent, c'est l'accès aux données. Pour développer des projets, designer des projets comme le CEC l'a dit, il faut avoir des données de qualité, il faut avoir des évidences et montrer déjà ce qui a été fait. Aller sur cette base, ce baseline-là, pour montrer la valeur ajoutée du projet, pour montrer qu'est-ce que le projet pourrait apporter en termes d'adaptation ou en termes d'atténuation. Je pense que ça, c'est extrêmement important et malheureusement, dans nos pays, c'est là où le problème se trouve. On a du mal à accéder aux données. On a généralement des recherches qui sont effectuées, mais qui sont aussi financées par l'extérieur, donc qui ne répondent pas souvent aux besoins des communautés. Les communautés, les collectivités viennent de le dire. Il faut qu'on arrive aussi au niveau de nos États à financer la recherche, à financer la recherche de l'évidence. Je pense que c'est à partir de là qu'on pourrait designer des projets qui seront solvables et qui pourront aller en compétition pour accéder à ces financements-là. Donc ma question, c'est par rapport déjà au CSE. Vous avez dit que vous faites des formations, mais comment vous arrivez également à mobiliser des ressources pour conduire des recherches qui vont favoriser un peu la production d'évidence. Et pour LBA aussi, je pense que le financement ne doit pas être juste sur les projets pour l'implementation, mais aussi pour préparer la production de ces projets-là. Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'accéder à des financements pour pouvoir développer des études, pour avoir des recherches et des résultats palpables, qui ne sont pas des résultats de mise en œuvre, mais qui favorisent la conception de projets. Là, ce sont ces deux questions que je voulais poser. Merci beaucoup. Merci, oui. Madame, après M. Nyan. Merci, Madame. Donc, permettez-moi tout d'abord de féliciter les panélistes pour la qualité de leur intervention. Je suis Madame Ndiaye, je suis de la direction de l'environnement. Donc, j'ai 3 questions à adresser à la Banque agricole. Donc, la première, c'est par rapport au secteur que la Banque agricole pourrait attribuer ses financements. Donc, d'après l'intervention de M. Diédhiou, il me semble avoir compris que d'emblée, la Banque agricole finance les projets agricoles. Donc, si je prends le secteur de l'énergie, par exemple, est-ce que la Banque agricole pourrait financer un projet énergétique ou bien dans un autre secteur tel que le secteur du transport ou bien la foresterie? Donc, ça, c'est ma première question. Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport aux subventions. Quand on entend subvention, on se dit qu'un projet qui bénéficie d'une subvention a la possibilité de ne pas rembourser. C'est cet entendement que j'ai. Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais si tel est le cas, si toutefois le projet, si toutefois la Banque agricole, par exemple, ou toute une autre entité qui finance des projets sous forme de subvention, comment est-ce que le projet qui finance sous forme de subvention pourrait récupérer voilà, le financement qu'il a fait ou bien pourrait rembourser le prêt qu'il a attribué à un projet ou pas? Alors, ma troisième question, c'est par rapport au taux de financement. J'entends toujours dire que certains projets, le plus petit montant pourrait tourner autour de 10 millions, quelque chose comme ça. Maintenant, si je rebondis sur la question de M. Ndiaye, par rapport au financement des communautés, nous savons tous que peut-être les communautés peuvent élaborer de petits projets
des projets de petite envergure. En quel sens est-ce que ces communautés pourraient bénéficier de ces financements? Donc, ce sont mes questions. Je vous remercie. Merci, Madame Ndiaye. Monsieur Ignan? Voilà, merci beaucoup, Madame la modératrice. Je pense que je vais avoir 2 points sur lesquels je vais intervenir. C'est Madame Mancini qui a soulevé un point quand même qui est assez important, à savoir la communication. Je pense que ces entités de mise en œuvre et le travail qu'ils doivent faire pour la sensibilisation et la communication, pour que l'aspect de recherche de fonds soit bien compris, comment ça s'appelle encore, pour que les professionnels du secteur puissent s'en approprier et connaître les canevas sur lesquels ils doivent passer pour pouvoir accéder aux fonds. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense que l'AND doit travailler là-dessus. L'agence agrémentée aussi, comment ça s'appelle encore, accréditée du moins, doit pouvoir travailler là-dessus pour travailler de pair, pour avoir des canevas de communication. Et ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, surtout le renforcement de capacité pour que les acteurs du secteur puissent pouvoir comprendre comment ça s'appelle, ces fonds, comment y accéder et surtout comment élaborer des projets. Dites-moi aujourd'hui, que ce soit au Sénégal et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, quels sont les experts qui sont, le nombre d'experts qu'il y a là pour pouvoir connaître, bien maîtriser le canevas du DCF pour pouvoir élaborer des fiches de projet et les soumettre au DCF. Donc, c'est 2 points sur lesquels ces 2 entités, à savoir l'AND et l'Institut qui a été, comment ça s'appelle encore, accrédité, doivent travailler et mettre en place une bonne politique pour que les gens puissent pouvoir mieux bénéficier de ces 2 points. Pour ne pas vraiment être très long, je m'en arrête là. Merci. Madame, peut-être le dernier intervenant. Il est déjà 18h. Merci. Allez-y, oui. Très rapidement, Sophie Ansmoevi du Fonds d'adaptation. Je voudrais revenir sur le volet formation et la difficulté de développer des propositions de projets. Je pense qu'il sera intéressant de commencer à explorer, à utiliser la matière grise qu'on a dans les universités, suivant les secteurs. On pourrait développer des petits partenariats sous forme de stages. Ça permettrait à ces étudiants de commencer à se former, se familiariser à la formulation de demandes de projets. Et pour eux, c'est aussi tout à fait bénéfique parce qu'en sortant diplômés, c'est difficile pour eux d'avoir une expérience professionnelle et de retrouver un emploi dans l'immédiat. Mais en passant par de petits partenariats, des stages avec le CSE ou la Banque agricole, ils pourraient vous aider à développer des projets. Ça leur permettrait, eux, d'avoir une expérience professionnelle. Merci. Merci pour cette suggestion. S'il vous plaît. Merci. Abdul Aziz Sam, bureau de mise à niveau. Donc, je remercie les panélistes de la clarté des interventions. Je vais axer mon intervention sur 2 points. Le premier point, d'abord, c'est à savoir est-ce que c'est l'autorité nationale désignée qui oriente les projets à retenir au niveau des entités accréditées au niveau national. Et aussi, l'accès direct. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que l'accès direct veut dire que, comment dirais-je, l'entité accréditée peut directement gérer un projet ou bien faire soumissionner un projet et le gérer rapidement? L'autre point sur lequel qui est ma deuxième intervention, c'est par rapport au... J'aime bien le fait que les 2 pôles sont là, l'adaptation et même l'atténuation, qui sont en quelque sorte 2 activités qui peuvent être menées dans un même programme. Par exemple, nous qui sommes intéressés par le secteur privé, nous accompagnons les entités du secteur privé. Je pense à l'agriculture, on a des projets par rapport à la production de riz et à la transformation de riz de la vallée, et avec beaucoup d'exemples qu'on a déjà effectués. Et du coup, ce qui revient, il y a de nouvelles demandes qui viennent avec de grands producteurs de riz qui ont des chiffres d'affaires qui avoisinent les 1 milliard, qui ambitionnent de développer la qualité du produit, mais aussi un système de mécanisation du processus jusqu'à avoir un riz de meilleure qualité finie. Donc, du coup, j'ai pensé à un blending finance sur l'aspect adaptation à soutenir
pour avoir de meilleures techniques agricoles, bon, et aussi un engrais peut-être qui est organique ou qui est respectueux de l'environnement, et derrière avoir un process donc, de transformation des produits, de la matière première qui est le riz, à un produit fini de meilleure qualité, avec une technologie qui est beaucoup plus adaptée, particulièrement au niveau de la zone nord, on parle de prime fixe qui est très cher. Donc, comment avoir une technologie menée à ça? Est-ce que c'est possible que les deux entités peuvent financer ou bien accompagner, monter un projet que les deux entités peuvent accompagner, ou bien même une entité qui a les deux accréditations peut accompagner sur ça, pour le secteur privé? Merci. Merci. Voilà, merci à vous. Alors, je m'appelle Amadou Ndianor, membre de UNGO, l'Organisation des Nations Unies pour le climat, pour les jeunes et les enfants, et également membre du Parlement mondial des jeunes pour l'eau, mais aussi entrepreneur dans le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement rural. Alors, ma question, c'est surtout quelle est la place de la jeunesse dans la programmation de l'action climat et dans le choix des projets cibles? Parce qu'à mon avis, et ça reste un avis simple, c'est au-delà des financements, les perspectives des différents projets sont surtout fondamentalement liées au souci de léguer aux générations futures un environnement viable, soutenir un épanouissement total et aussi de poser les jalons de la résilience pour ces jeunes-là. Merci. Merci. On va commencer par le niveau national. Aïssatou. D'accord. Enfin, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à Sophie parce qu'elle a dit une recommandation qui est très intéressante, c'est-à-dire tout ce qui est convention de stage avec les étudiants, etc. Ce qui est extraordinaire, mais l'expérience du CSE, c'est que nous formons, après ils partent. Parce que c'est normal également, parce que la finance climatique, c'est un nouveau marché qui est nouveau, et malheureusement, la demande, elle est forte. Donc, ce qui fait qu'il y a 2 générations de groupes d'experts formés et qui sont partis. Donc, le CSE peut être considéré comme formateur en même temps également. Mais bon, on prend bien de bonnes notes. Alors, sinon, globalement, pour les collectivités locales, je pense que c'est un aspect extrêmement important. Et là, nous sommes conscients de ça, et les fonds également, parce que le fait qu'ils aient créé de nouvelles fenêtres de financement plus ou moins dédiées aux collectivités territoriales, c'est l'accès direct amélioré, ce qu'ils appellent l'Enhanced Direct Access. Je pense que c'est designé pour que les collectivités puissent bénéficier et prendre en charge leurs préoccupations directes. Et je pense que ça existe, mais comme vous le savez, comment dire, il faut être entité accréditée en tout cas pour pouvoir que l'argent puisse transiter et que vous puissiez en bénéficier. Mais aussi vous dire que on est en train de travailler avec le PNDL pour un peu à travers la BAD, pour travailler avec 8 collectivités, 8 régions, avec plusieurs collectivités territoriales pour faire des sessions de formation. Et au finish, c'est d'avoir au moins 2 notes conceptuelles assez avancées sur lesquelles on peut travailler pour soit soumettre au fonds d'adaptation ou bien au DCF. Et là, ce que j'aimerais pointer, Souadou, c'est que l'importance d'avoir une vision programmatique. Parce que le CSE travaille avec plusieurs partenaires. Donc, nous, ce que nous faisons, par exemple, ce qu'on a fait avec le fonds d'adaptation, là, on s'arrête, on essaie de voir avec un autre bailleur, comme la BAD, par exemple, comment mettre en place beaucoup plus d'impact. Vous voyez, c'est le cas pour le DCF, etc. Mais pour dire que nous y sommes, c'est vrai qu'il faut davantage qu'on mette l'accent pour davantage renforcer les capacités. Par contre, donc on a noté, c'est qu'il faut qu'il y ait une task force au niveau des collectivités territoriales. Parce que des fois, tu formes un groupe, tu reviens, tu vois un autre groupe. Donc, il faut qu'il y ait tu vois, oui, focus, quoi. Alors, par rapport aux données, etc., ça également, c'est un défi, mais il faut aussi qu'on avance. Et ce qui me fait un peu rire, c'est que vous allez au niveau de l'Union africaine, il y a comment dire, un service pour tout ce qui est donné, il y a Climate Analytics, il y a. Mais au moment de demander de données, c'est très difficile. Finalement, on se rabatte aux facilités de ces fonds pour recruter très souvent des experts internationaux qui font ce travail pour nous, alors que c'est paradoxal en fait. Et
dans les séminaires, dans les ateliers, les gens crient pour dire que oui, on peut faire ça, mais au moment de l'action, tu vois personne, alors qu'on doit avancer. Mais je pense que le CEC est en train de travailler à travers le bureau référence climat pour davantage on peut stabiliser et avoir des données qui puissent en tout cas nous aider, surtout la partie justification climatique qui est très truc. Alors pour la procédure, pour tout ce qui est les projets, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'au niveau national, c'est l'AND qui pilote plus ou moins l'action climatique. Et on s'est rendu compte que c'était un peu désorganisé et les fonds ont mis en place ce qu'ils appellent le readiness, qui est surtout de nous préparer pour aller vers ces fonds. Et pour aller vers ces fonds, il faut être organisé, il faut avoir des documents stratégiques mis à jour, etc. Donc, il y a des fenêtres qui existent. Le Sénégal, présentement, a le manuel de non-objection, c'est-à-dire que si le CSA a un projet, ben, on partage avec l'AND, il y a un comité national qui évalue. Si c'est OK, on a la lettre de non-objection pour pouvoir soumettre. Donc, de façon globale. Mais bon, on pourra avoir une discussion beaucoup plus approfondie une fois au Sénégal. Donc, je pense que globalement, c'est ça. Mais sinon, c'est bon, ça. Oui. Merci Aïssatou. Peut-être Aziz, par rapport au secteur privé. D'accord. Par rapport au secteur privé, je pense que c'est d'abord répondre à ma sœur Fatou. Nous sommes une banque, je l'ai dit, peut-être vous n'étiez pas là. C'est vrai que notre focus, c'est effectivement le financement de l'économie agricole. Ça, c'est dû un peu à l'origine de la banque. Mais on est une banque assujettie, comme toutes les autres banques commerciales, à la réglementation de la Banque centrale. Nous faisons tous les autres types de financement. Aujourd'hui, vous allez dans notre portefeuille, et c'est vraiment bizarre. Vous verrez un portefeuille, il y a presque tous les enseignants du Sénégal qui ont ouvert leur compte. Donc, nous faisons beaucoup de crédits particuliers, hors même secteur bancaire. Donc, nous sommes sur le BTP, nous sommes effectivement sur le financement des énergies, nous sommes sur d'autres types de financement et même le crédit documentaire. Vous êtes à Dubaï, si vous voulez amener des véhicules au Sénégal pour les vendre, nous serons très honorés de vous accompagner dans ça. C'est pour dire donc le secteur agricole, oui, c'est notre focus en référence à l'articulation avec donc, les politiques de l'État, mais nous faisons tous les autres secteurs. Vous prenez les 4 domaines de l'adaptation, nous y sommes. Vous prenez les 4 domaines de l'atténuation, nous y sommes. Aujourd'hui, si vous allez dans notre site, vous verrez beaucoup de produits, en tout cas en lien avec la solarisation. Je parle sous le contrôle de mon homonyme. Et beaucoup de projets en lien avec l'efficience énergétique et l'efficacité énergétique. Ça, c'est un. Les conditions des banques, c'est les conditions classiques. Et je l'ai dit, le véritable problème au niveau de nos banques commerciales, c'est la cherté de la ressource. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, les banques sénégalaises ont traversé la semaine passée des tensions de trésorerie extrêmes parce que la Banque centrale avait plus ou moins fermé son guichet de refinancement. Quand on vous refinance à des taux de 5 ou 4,5%, mais on fait du business aussi. Pour pouvoir sortir le crédit, vous êtes sur les taux classiques. Et je ne parle pas des institutions de microfinance, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi l'orientation pour nous, en référence avec tout ce qui est offert par le changement climatique, que nous comprenons comme une opportunité en faisant face aux défis, c'est de pouvoir s'ouvrir à toutes ces opportunités-là pour pouvoir capter des ressources longues. Parce que le Fonds vert climat, il vous accorde un projet sur un projet, disons, d'agriculture intelligente face au climat. C'est 50 millions de dollars sur une maturité de 20 ans. Vous avez à mettre un projet sur 5 ans, vous avez vraiment largement le temps de faire tourner de la ressource que vous pouvez acquérir à 0% ou 1%. Bon, elle est en train de rire parce que maintenant tout se complique, mais que vous pourrez acquérir à des taux en tout cas concessionnels. Et de pouvoir maintenant jouer sur la concessionnalité donc, des financements. L'autre problème, et je rejoins vraiment Idignan, c'est la communication. J'ai discuté avant-hier avec le président du conseil départemental de Gossas. J'ai pris un engagement, je l'ai dit. Parfois, on taxe les entités accrédités de ne pas communiquer. Mais moi, je l'ai dit, je prends l'engagement. Au retour de la COP,
convoquez-moi à Gossas lors d'un atelier, ou en tout cas, je ne sais pas, une demi-journée, vous convoquez toutes les composantes, en tout cas du conseil départemental, qu'on fasse une journée de communication sur la finance climatique ou bien les enjeux du changement climatique et l'accès au financement. Parce qu'Aïssata l'a dit, être accrédité, encore pour le CSE, c'est peut-être beaucoup plus open, mais nous, on est une banque. Nous, ce que nous faisons, c'est travailler sur des guichets. C'est-à-dire, on met en place des lignes de facilité de financement. Et ces lignes de facilité de financement-là, pour qu'on puisse en fait les mettre en place, on doit travailler, oui, sur des portefeuilles de projets, en lien prioritairement avec l'agriculture. Mais aujourd'hui, on est en train, j'ai discuté récemment avec Sénécartour, qui est en train de proposer des systèmes de bus qui fonctionnent avec un système hybride. Ça, c'est un projet où LBA, la Banque agricole seule, ne peut pas se lever et dire ben, je vais faire venir ça au Sénégal. Il faut que ce projet puisse déjà s'aligner à la politique, je ne sais pas, climatique du pays, ou que le PSE vert dise que bon, par rapport voilà, à l'accès universel, je ne sais pas, mais il va falloir que l'autorité nationale nous dise ce projet-là est un projet prioritaire, nous vous donnons le mandat peut-être de le porter. C'est la même chose pour vous. Il faut que d'abord que vous compreniez quels sont les différents tous les documents de planification climatique au Sénégal. Je suis sûr et certain, bon, peut-être au retour, Kandji fera un sondage. Quand vous parlez à vos mandataires ou collègues de la CEDEN, ils ne savent pas ce que c'est. Le PSE vert, peut-être personne ne l'a lu. Elle a parlé du manuel de non-objection. Vous ne savez pas. Mais quand on n'a pas toutes ces informations, véritablement, c'est effectivement difficile de mobiliser du financement. Alors, je termine par, je pense, une question liée aux données. Et ça, j'aimerais que vous posiez vraiment la question à Sandra. Parce que la problématique, elle a participé à un panel au niveau de la BOAD où cette question est revenue. C'est pour vous dire également à Sophie que nous avons aussi la même approche avec le CSE. J'ai présentement 2 doctorants. L'un, c'est avec ICAO. L'autre, c'est avec ISE. Et ils sont en train de travailler, ils sont en train de faire leur thèse sur l'accès à la finance climatique. Ça me permet, moi, de régler en partie. L'un est présentement sur le terrain avec des consultants, avec mon collègue, pour faire des études de faisabilité sur un projet qu'on est en train de finaliser avec le Fonds vert. Parce que scientifiquement, voilà, il nous appuie à avoir de la donnée. Parce que quand on veut prendre Lamine Samé, qui est un consultant international, ça coûte excessivement cher. C'est à la banque doucement de payer et on n'a pas ces ressources. Voilà. Merci, merci Aziz. Peut-être passer la parole aux collègues du Fonds vert climat et également du Fonds d'adaptation. Il y a 2 aspects clés qui sont ressortis, entre autres. Hein. C'est sur le renforcement des capacités, l'importance de former des experts qui puissent vraiment aider sur la formulation de ces projets et programmes. Une chose, c'est de les former, mais autre chose, comme dit Aïssatou, c'est de les retenir. Après, il y a d'autres opportunités qui se présentent. Et bon, c'est plutôt coût et bénéfice, quoi. Donc ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est sur les données, l'accès aux données. Et je pense que c'est un peu lié à la formation. Donc, former quelqu'un qui fait son PhD là-dessus, ça permet quand même de collecter et d'avoir un certain nombre de données. Donc tout ça, on peut investir là-dessus. Mais quel rôle le Fonds vert climat et le Fonds d'adaptation pourraient jouer? Parce qu'on entend parler de priorité d'investissement des entités accréditées. Mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'étendre ces priorités-là en termes de priorité de recherche ou de formation, ou que ce soit quelque chose d'obligatoire et que ce soit pris en compte dans les projets et programmes? Peut-être Sylvia? Ou, ah non, vas-y Sandra, comme tu as déjà le mic. Alors, déjà, un disclaimer, c'est que je ne suis plus au Fonds vert pour le climat. J'étais au Fonds vert pour le climat. Je suis rentrée depuis 3 ans, mais je connais toujours très, très bien le Fonds vert pour le climat et je peux expliquer des choses sur le Fonds vert pour le climat. Donc, d'abord, sur la question de la formation, je pense que c'est essentiel. On n'a pas assez d'experts pour le développement de projets climat et c'est ce que je m'attelle personnellement à faire depuis 3 ans. Accompagner véritablement des jeunes Africains à développer cette compétence. Je pense que c'était Aïssatou qui l'avait dit, c'est une compétence multidisciplinaire. Si on pense qu'il y a un consultant miraculeux qui peut développer un projet
du fonds d'adaptation ou du GCF, ça n'existe pas. Il y a un pool d'experts avec des gens qui connaissent bien le fonds, qui connaissent les modalités d'accès au fonds. Il y a des gens qui connaissent le développement des projets, il y a des gens qui font la structuration financière, il y a des gens qui connaissent le secteur, et puis il y a d'autres expertises connexes. Et généralement, il faut mettre en place un groupe pour le développement du projet. Minimum 3 ou plus d'experts qui puissent travailler ensemble de manière coordonnée pour faire cela. Et donc, le renforcement de capacité est important. J'ai un ami négociateur qui aime dire que, enfin, je parle d'un contexte de l'Afrique, l'Afrique, elle est experte dans les négociations et part toujours d'une voix. Et quand on va dans le groupe Afrique, ce sont les Africains qui leadent leur processus de négociation. Quand on va au GCF, le board du GCF africain est très coordonné. Et c'est les Africains qui sont présents quand il faut défendre leur position au niveau du Fonds vert pour le climat. Mais quand on vient dans le développement des projets, on ne trouve que des consultants internationaux en Afrique. Et ça, c'est un gap qu'il faut travailler. Nous essayons de faire cela. Concernant les données, alors, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Et il faut aussi faire la différence entre les données. De quelles données nous parlons? Nous avons les données climatiques, qui sont des données spécifiques sur les paramètres climatiques. Maintenant, nous avons les données d'activité qui peuvent porter sur différents secteurs. Ce n'est pas la même problématique sur les données. Les données climatiques, je peux dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait avec les récents travaux du GIEC depuis le IR5, 5, 6 et le 7 qui commence. Beaucoup de travail a été fait pour la mise à disposition non seulement des données, on parle beaucoup des données, mais il y a aussi les modèles, il y a les méthodes qu'il faut utiliser. Il y a beaucoup de travail qui ont été fait sur ça et il y a aujourd'hui des open source qui peuvent être utilisés. Est-ce la première source de données? Non. Les meilleures données sont les données nationales. On sait qu'elles sont limitées, on connaît le réseau, la limite des réseaux en Afrique, mais lorsqu'il faut d'abord essayer d'avoir accès à celles-là, elles peuvent être disponibles, elles peuvent ne pas être accessibles, d'accord, mais on peut les compléter. On peut les compléter avec des données recalculées, des données de modèles qui existent dans des bases de données. Il faut connaître ces bases de données. Non seulement vous les connaissez, mais il faut aussi avoir la capacité d'extraire et de manipuler ces données-là. En Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, il y a un programme qu'on appelle le WASCAL. Et le WASCAL a plusieurs universités dans nos 15 pays. L'université qui se trouve à Akure, au Nigeria, ne forme que des étudiants qui sont des climatologues experts dans la modélisation climatique. Si vous retrouvez ces jeunes-là, ils peuvent aller, CIMIP6, aller vous extraire les données, Cordex, aller vous extraire les modèles, faire des analyses pour pouvoir vous permettre à tous les niveaux de faire. En fait, il faut avoir l'information et avoir les personnes qui savent faire ce type d'analyse pour vous aider. Mais ce n'est pas impossible. On a beaucoup progressé sur cela. Nous, à SSA, aujourd'hui, on a à peu près une dizaine d'étudiants de WASCAL qui travaillent avec nous et qui font de la modélisation. On a pu faire de la modélisation sur plus de 30 pays en Afrique aujourd'hui. Et pour les données d'activité, c'est un secteur qui, de mon point de vue, est aisé à modéliser aujourd'hui, c'est le secteur agricole. C'est celui qui a été fait le plus. Les données existent. Vous avez des complexités dans d'autres secteurs comme les ressources en eau, ça devient compliqué. Les données hydrologiques ne sont pas si disponibles que ça. Ça, c'est plus compliqué. Parfois, il faut les reconstituer. Ça aussi, c'est possible. Mais ce n'est plus la même complexité qu'il y a quelques années, si je peux me permettre de le dire. S'il y a des soucis à ce niveau, vous pouvez nous contacter. On peut toujours aider avec cela. D'accord. Merci, Sandra. Sylvia, last but not least. Merci. Donc, j'ai fait le suivi de l'accréditation pendant 6 ans maintenant. Et je dois dire une chose. Avant de travailler pour le fonds d'adaptation, j'ai travaillé beaucoup pour le FIDA. Et j'ai fait le suivi de l'aspect financier de tous les projets de FIDA en Afrique. Effectivement, j'étais basée en Afrique. Et je dois dire une chose, que l'accréditation, donc je connais très bien la question de la formation. Parce que la question de la formation, ce n'est pas retenir la formation d'experts, ça c'est vraiment un problème. Et la première solution que j'ai notée beaucoup de fois, c'est d'appui financier. Donc si nous avons d'appui financier, ça c'est la solution. Et je dois dire qu'effectivement, j'ai noté après tout le travail que nous avons fait avec l'accréditation,
j'ai fait la connexion de l'accréditation sur la formation parce qu'il y a l'aspect du système de pays. Donc, tout, pendant l'accréditation, que je sais vraiment que c'est long, donc là, mais vraiment, c'est une opportunité. C'est une opportunité de créer un système au niveau des pays qui est transformant. Et la formation, il va être beaucoup aidé par un système, une entité de la mise en œuvre au niveau national et qui a des systèmes solides, des systèmes d'évaluation, des systèmes de risque, des systèmes de tout, des systèmes financiers, des systèmes... Et beaucoup de fois, par exemple, bon, dans beaucoup de pays d'Afrique, non, le système comptable est en pro. Oh, le paramétrage de ton pro était un des problèmes les plus impossibles, non? Parce qu'il n'y a pas la formation, il n'y a pas le... Et je dois dire qu'à travers toutes les conversations qui s'est fait entre les panels d'accréditation et l'équipe qui travaille sur l'accréditation, et au niveau des pays, il y a vraiment beaucoup de conseils à ce niveau-là. Les moments qu'après une entité accréditée, après, il y a l'ouverture à toute la communauté des pratiques entre l'autre autorité, l'autre entité de la mise en œuvre. Et pour la question des jeunes, avant de venir ici, j'ai un rendez-vous avec une communauté de petites paysannes jeunes. Et la première question que je me suis demandée, c'est je n'ai pas allé là et parler de l'accréditation. Parce que les moments que je commence à parler de l'accréditation, ils me regardent, c'est pas possible. Et au niveau de fonds d'adaptation, je dois dire que nous avons considéré l'aspect de la jeunesse, vraiment, c'est fondamental. Et c'est pas une solution, mais vraiment c'est une fenêtre que nous avons pensé beaucoup pour la jeunesse, était la fenêtre de l'innovation. Parce que la fenêtre de l'innovation, peut être accédée par les jeunes, seulement pas par les jeunes, mais par toute la collectivité qui n'était pas accréditée. Ce sont des petits dons, mais c'est pas seulement l'innovation, quand nous disons l'innovation, ce n'est pas une question d'une innovation technologique ou une innovation c'est vraiment pratique pour l'adaptation, pour l'aspect concret d'adaptation qui va immédiatement aider les communautés vulnérables. Et nous avons noté que cette fenêtre-là, vraiment, c'est possible d'être accédé par la jeunesse. Et ça, c'est une... Et aussi, oui, je suis d'accord, tout l'aspect d'avoir au niveau des pays en concertation, un programme intégré qui considère aussi l'université. Et nous avons, pendant la COP, il y a beaucoup... Maintenant, il parle beaucoup de l'éducation, de tout le... Et ça, vraiment, c'est fondamental. Mais aussi la capacité de l'entreprise, de la petite entreprise pour accéder au fonds de climat. Ça, vraiment, il va aider. Ça, c'est le fonds d'adaptation parce que c'est vraiment focus sur l'aspect d'adaptation locale. Okay. Merci. Aziz, ce que je veux ajouter sur la question de la jeunesse, elle est extrêmement importante. Bon, nous, dans le cadre de l'accès des fonds climat, ce que nous sommes en train de travailler, c'est de le raisonner sur l'angle de l'inclusion financière, en promouvant, par exemple, des startups. Aujourd'hui, nous avons récemment participé à un exercice intéressant avec l'Université du Sine-Saloum, qui avait lancé il l'avait appelé, c'était pour détecter vraiment des talents, un système d'agriton, voilà. Et je peux vous assurer que les jeunes ont démontré à travers de petits projets sur l'agriculture énormément de technologies, comme il l'a dit, en utilisant vraiment le smartphone. Il y a un projet qui m'a beaucoup intéressé et nous sommes en train de voir.
je vous assure, par rapport au système de gestion des eaux d'irrigation, c'est à partir de sa maison que le producteur fait tout avec son téléphone. Il n'a pas besoin même d'aller au champ. Donc, c'est ce genre d'innovation. Nous sommes en train de travailler dans le cadre de la digitalisation, donc en lien avec l'agriculture, pour pouvoir détecter voilà, ces genres de talents. Mais comme je dis encore une fois, pourquoi c'est bon de s'ouvrir à ces ressources en fait concessionnelles? Aujourd'hui, vous prenez un jeune qui vient voir avec un projet, quelle que soit la consistance du projet, en tant que banque commerciale, si vous allez dans le financement classique, vous lui demandez des sûretés qu'il ne pourra pas présenter. Donc, c'est bon d'avoir des mécanismes. Il est heureux d'entendre que si ces différents fonds peut-être travaillent à poser un cadre comme ça, ben, je pense que... Côté collectivité, moi, je prends l'engagement hein, et je vais tordre la main à ma sœur. Mais invitez-nous quand vous voulez, qu'on tienne... Parce que la communication aussi, il faut aller vers ces gens pour pouvoir avoir la communication. C'est dommage que l'AND, ils ont fui le débat, mais bon... Non, merci en tout cas. Je vais juste peut-être donner 3 points clés que j'ai retenus de cette discussion. C'est l'importance de la communication et de la sensibilisation. Donc, il y a déjà l'offre de la LBA pour venir vers les collectivités locales. Ça, c'est très apprécié. Un deuxième point, c'est la fenêtre de l'innovation dont Sylvia a fait part et comment vraiment, à travers cette fenêtre, avoir des groupes cibles qui n'étaient pas déjà là, mais essayer de leur faire bénéficier de ces fonds-là. L'autre point, c'est sur le renforcement de capacité. Comme l'a dit Sandra, il ne suffit pas seulement d'avoir un expert d'eux, mais c'est vraiment de former un pool d'experts. Et pour former ce pool d'experts-là, il faudrait vraiment mieux investir et avoir des collaborations avec les universités, avec les think tanks, mais aussi avec d'autres parties prenantes au niveau national qui pourraient jouer un rôle aussi bien dans la formation que dans tout ce qui est lié aux données. Et un dernier point, comme disait Aïssatou, c'est sur l'importance de la vision programmatique. C'est vraiment quelque chose de clé si on veut avoir les impacts attendus, surtout pour les populations les plus vulnérables. Sur ce, je vous remercie pour votre présence et voilà. Merci. Oui. Ça, c'est grave. Sandra. C'est ça. C'est Patty qui m'a donné de tes nouvelles, je pense, ce matin. Oui, très bien.